Ok, très bien. Eh ben, bonjour à tous, moi je m'appelle Ameline et du coup je vais vous présenter ma structure, donc ODIS. Et je vous remercie aussi, je remercie le CESI de nous avoir accueillis pour cette journée technique et j'excuse aussi David Sinas qui devait être là aujourd'hui mais qui malheureusement n'a pas pu être là pour les grèves et les problèmes de transport. Du coup je vais vous présenter donc, ma structure ODIS, sa démarche bâtiment durable Nouvelle-Aquitaine et puis je finirai sur un petit focus sur les filières bas carbone. Donc ODIS c'est une association qui fait partie du grand réseau bâtiment durable qui en fait est représenté dans chaque région. Donc ça regroupe 23 centres de ressources et clusters. Donc vous voyez ici en Nouvelle-Aquitaine que c'est ODIS, mais on a également Envirobat Méditerranée, Envirobat Grand Est ou encore Envirobat Occitanie. Donc c'est tous nos homologues. Et donc en fait on a une mission d'animer, d'informer les réseaux sur la filière BTP. Donc pour vous parler un peu plus d'ODIS, on regroupe plus de 350 adhérents, donc de typologies différentes, architectes, maîtrises d'ouvrage, collectivités, petites ou moyennes entreprises de la filière BTP. Et puis on est également financé par la Nouvelle-Aquitaine et l'ADEME. On est déployé sur 5 antennes différentes sur la Nouvelle-Aquitaine pour vraiment couvrir l'ensemble du territoire. Donc dans chaque antenne, on a un référent territorial qui va venir animer le réseau d'entreprises et d'acteurs sur son territoire. Et puis on a également des postes un peu plus transversaux comme le mien, chargé de mission filière bas carbone et biosourcée, qui là touche l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Donc pour nos missions, donc trois grandes missions, donc animer le réseau d'acteurs, donc comme je vous disais tout à l'heure, ça c'est plus la mission des référents territoriaux. Faciliter l'innovation avec par exemple la création d'un catalogue innovation qui est sorti là, il y a quelques mois, ou encore accompagner la construction et l'aménagement durable, donc là c'est un peu plus mon poste, où là on va vraiment couvrir l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. L'ensemble de ces 3 missions sont regroupées sur un socle commun, donc accompagner, animer, sensibiliser, former comme aujourd'hui, ou encore communiquer sur la filière BTP et les changements de demain. Voilà pour nos missions. Pour ce qui est de la démarche bâtiment durable Nouvelle-Aquitaine, pareil, elle s'inscrit dans une grande démarche interrégionale qui a été initiée par Envirobat Méditerranée en 2009 avec la démarche bâtiment durable Méditerranée. On voit que nous, du coup, en Nouvelle-Aquitaine, on a commencé à créer notre démarche bâtiment durable en 2020. Donc cette démarche, elle a déjà accompagné plus de 860 projets et plus de 4000 professionnels. Donc pour vous parler de la démarche, c'est en gros en 3 pôles. Tout d'abord, c'est un référentiel d'évaluation avec des critères. En fait, les projets viennent s'inscrire en démarche bâtiment durable dès la genèse du projet. Et ensuite, on va évaluer le projet, on va le suivre jusqu'à sa livraison. Donc c'est un accompagnement tout au long du projet avec un accompagnateur BDNA qui est formé, donc qui va être auprès des équipes justement pour les aider à faire leur choix. Et ensuite, ça se décline en 3 commissions, donc les commissions BDNA. Une première commission en phase encore conception du projet, une deuxième commission en phase chantier et une dernière commission 2 ans après la livraison du bâtiment. Et c'est seulement après cette dernière commission qu'on vient émettre son label, son niveau de performance. Donc en fait, les équipes projet vont viser un niveau de performance et c'est seulement après la dernière commission qu'on va évaluer ou non s'ils ont atteint leurs objectifs. Et ensuite, on va délivrer du coup leur petit label. Donc c'est une démarche qui est complètement volontaire. Et du coup, pour vous parler un peu plus du référentiel d'évaluation, il se décline en 7 thématiques. Donc gestion de projet, territoire et site, solidarité, énergie, eau, ressources et matériaux et confort et santé. Chaque thématique, en fait, elle est propre à son territoire, puisque du coup, en Méditerranée, on n'a pas du tout le même territoire, ou dans le Grand Est encore qu'en Nouvelle-Aquitaine. Donc en fait, c'est un référentiel qui a été co-construit avec les acteurs de la Nouvelle-Aquitaine, donc pour vraiment comprendre en fait, notre territoire à nous. Donc en fait, l'ensemble de ces 7 thématiques se décline en plusieurs sous-thématiques, et finalement, en fait, on arrive sur 300 critères qui sont évalués pour chaque projet. Et bien sûr, il est mis à jour régulièrement par des groupes de travaux collectifs, collaboratifs. Donc voilà pour la démarche BDNA. Un petit exemple d'un projet, c'est le restaurant universitaire de Poitiers, donc le rue Champlain, qui est un projet de réhabilitation. Donc ici vous pouvez voir les photos. Donc pour vous parler rapidement du projet, c'est une isolation par l'extérieur en paille hachée dont vous parlait tout à l'heure mon collègue. Donc il y a une petite vidéo quand vous cliquerez sur le lien quand vous aurez la diaporama. Et du coup, c'est de la paille hachée en fait qu'on vient insuffler dans des caissons préfabriqués, si vous voulez faire passer. Donc ça, c'est du coup une technique qui est sous ATEX, donc qui est réglementée. Donc c'est OK de construire comme ça sur ce bâtiment.
Donc on a des cloisons avec isolation biosourcée, une réalisation d'un diagnostic ressources, un travail avec des associations locales. Par exemple aussi on a la réutilisation de dalles de faux plafond, donc là on a du réemploi. Et puis on a également un fort partenariat avec la LPO et l'installation de nichoirs sur le bâtiment. Ici vous pouvez voir le fameux caisson en fait, préfabriqué dans lequel on va venir insuffler la paille hachée. Donc comme je vous disais, après si vous voulez aller voir la petite vidéo, elle est assez simple et ludique à comprendre. Donc voilà pour ce projet. Donc du coup cette démarche elle s'est aussi déclinée sur une échelle différente, donc sur la démarche quartier durable. La démarche quartier durable, elle existe aussi dans d'autres régions, comme par exemple Envirobat Méditerranée qui a aussi initié la démarche bâtiment durable. Et donc du coup, nous en Nouvelle-Aquitaine, on a lancé notre démarche quartier durable il n'y a pas très longtemps, donc on est encore sur la phase groupe de projet, groupe de travail, et puis on a lancé un AMI du coup pour voir émerger les projets. Donc voilà pour la petite présentation BDNA, QDNA, ODIS. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Je continue. Du coup, on va pouvoir partir sur le sujet des filières bas carbone. Déjà, est-ce que selon vous, vous avez une idée de ce que ça peut être, déjà juste la définition d'un matériau écologique? Qu'est-ce que c'est qu'un matériau écologique? Des mots-clés? Basse transmission. Basse transmission? Du carbone. Pardon? Basse transmission du carbone. Ouais. Faible impact, ouais, du carbone. Faible impact, ouais. Renouvelable. Cycle de vie. Cycle de vie, ACV, ouais. Ouais, c'est des thématiques qui rentrent plutôt bien dans la définition d'un matériau écologique. Je définirais un matériau écologique par un matériau qui répond aux enjeux, aux impacts environnementaux que j'ai modestement définis en 6 grands socles, notamment donc, les ressources, la pollution, le changement climatique, la biodiversité, les déchets et la santé et le confort. Mais en fait, chaque thématique est reliée entre elles. Par exemple, quand on parle de l'eau, on parle de la ressource, mais aussi de la pollution de l'eau. Donc en fait, l'ensemble de ces thématiques, elles sont transversales. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. En fait, les impacts environnementaux, ils sont multiples. Et il n'y a pas que le changement climatique, il y a aussi en fait toutes ces thématiques. Donc du coup, ouais, un matériau écologique, on pourrait dire qu'il répond à tous ces impacts. Maintenant, un matériau bas carbone. Du coup, vous avez dit tout à l'heure faible impact du carbone. Donc du coup, quand on dit carbone, on dit plutôt gaz à effet de serre. Du coup, en fait, les matériaux bas carbone, ils vont plus s'inscrire dans cette thématique-là, donc le changement climatique. Ok ? Donc pour vous définir les matériaux bas carbone, 2 grandes catégories, 2 grandes familles. Tout d'abord les matériaux biosourcés et les matériaux géosourcés. Pour ce qui est des matériaux biosourcés, 3 sources. Origine végétale, animale et issue du recyclage. Donc par exemple pour les origines végétales, on a le bois, donc là vous avez pas mal de fibres de bois. On a également la paille, donc la paille hachée que je viens de vous faire passer. Mais on a aussi des filières un peu plus émergentes comme le miscanthus par exemple. Pour ce qui est des filières animales, on a par exemple les plumes de canard ou la laine de mouton. Mais finalement ça c'est des filières qui demandent beaucoup de traitement ou de transformation. Et puis on a également les filières issues du recyclage. Donc ouate de cellulose ou textile recyclé. Donc là pour le coup c'est des filières qui sont plutôt bien structurées et qui sont inscrites dans le marché d'aujourd'hui. Et puis on a également les filières géosourcées. Donc là c'est des filières qui sont issues de la terre, du sol, et qui demandent peu de transformation. Donc la terre crue, donc Madame Blanc vous en parlera un peu plus tard. Et puis également la pierre sèche. Donc pour vous faire 3 petits focus sur 3 matériaux bio ou géosourcés. Donc tout d'abord la paille. La paille c'est du coup un des matériaux qui est le plus structuré sur la région. Donc c'est une ressource disponible et locale puisque du coup c'est un coproduit de l'agriculture. On pourrait dire que c'est un déchet mais en fait on peut l'utiliser dans la construction. La paille elle est sous règle professionnelle, donc c'est-à-dire qu'elle est réglementée. On peut construire en paille depuis 2012. Donc c'est très bien, on peut construire en paille, c'est réglementé, ça se fait, on a un vrai retour d'expérience, puisque du coup on compte plus de 5000 bâtiments construits en paille en France. Et puis on renouvelle également 500 nouvelles constructions chaque année. Donc vous voyez ici sur le territoire français, chaque région a sa petite association qui vient représenter la filière.
mais c'est pas à jour parce que du coup il manque encore la filière paille Grand Est. Mais du coup ici en Nouvelle-Aquitaine, on a Résonance Paille Nouvelle-Aquitaine qui vient du coup porter la filière sur la Nouvelle-Aquitaine. Et puis également un chiffre clé, selon le réseau français de la construction paille, seulement 10% de la paille de blé produite annuellement en France suffirait pour isoler tous les nouveaux bâtiments construits chaque année. Donc voilà pour la paille. Pour ce qui est des techniques constructives, alors j'en ai mis 4, c'est les 4 grandes les plus connues. 2 qui rentrent dans les règles professionnelles, donc qui sont réglementées, et 2 qui ne sont pas encore réglementées mais qui devraient pas tarder. Donc tout d'abord le remplissage, donc là en fait on vient directement sur chantier mettre les bottes de paille entre les montants. On a également l'isolation thermique par l'extérieur où là on vient créer une double structure et pareil on vient insérer les bottes de paille entre les montants. La préfabrication qui est une vraie révolution pour la construction paille puisque du coup on n'est plus lié aux aléas climatiques. On vient faire ça directement dans les hangars et ensuite on vient directement sur site, monter les murs sur site. Et du coup moins de nuisances sonores, moins de temps passé sur le chantier, etc. Et puis on a également la paille structurelle. Mais cette technique est un peu plus compliquée puisque du coup c'est la paille qui est porteuse de la charpente. Donc là ça demande beaucoup plus d'études en amont pour exactement évaluer le poids de la charpente sur la paille. Et puis également où est-ce qu'on veut mettre les entrées, les portes, puisque après quand c'est fait on ne peut plus le changer. Donc voilà pour les 4 grandes techniques. Pour vous donner quelques chiffres, un chiffre clé, le premier bâtiment français construit en paille c'est 1920, donc plus de 100 ans de retour d'expérience. Il est encore debout et aujourd'hui il appartient au Centre national de la construction paille. C'est la Maison Feuillette à Montargis. Et puis également, par exemple, le plus haut bâtiment construit en paille fait 8 étages. Donc ça se fait bien la construction paille. Pour un ordre de prix, 1 mètre carré de paille avec un R de 7, c'est environ 7 €. Donc comme je vous disais, petit rappel, donc notre association ici en région c'est donc Résonance Paille Nouvelle-Aquitaine. Et puis par exemple il y a un petit mois on a eu l'occasion de réaliser le premier congrès national de la paille à Poitiers. Donc on était très heureux d'accueillir cet événement ici en région. Voilà. Pour ce qui est de la construction en chanvre, ce qu'il faut retenir sur le matériau chanvre, même si Monsieur Pujol va vous en parler un peu tout à l'heure, c'est que dans la plante tout est utilisé. Chaque partie en fait de la plante va être utilisée, alors pas forcément pour le bâtiment mais aussi pour d'autres usages, mais toute la plante est utilisée. Pareil, c'est un coproduit de l'agriculture, il a une très bonne rotation sur les terres, donc le chanvre, très bon matériau. Ressources disponibles et locales, renouvelables, donc un peu pareil que la paille, et puis très bonne performance. Donc on compte 6 chanvrières dont la plus grande c'est la chanvrière de l'Aube, et puis également ici nous en région on a Cavac, et puis Chanvre-Mélois. Donc voilà pour la construction chanvre. Pour ce qui est des techniques, on va le retrouver par exemple sous forme de panneaux solides ou semi-rigides. Donc là la mise en œuvre elle est assez facile pour ceux qui ne connaissent pas forcément trop les matériaux. On met ça entre montants, par exemple entre les rails. C'est un peu comme de la laine minérale mais c'est naturel. Donc ça se met plutôt bien en œuvre. On le retrouve également en vrac. Et puis aujourd'hui on a une grande émergence sur le chanvre du béton de chanvre qui en fait est un mélange de chêne-vote qu'on peut voir ici en vrac. La chêne-vote, c'est en fait la partie interne de la tige de chanvre. Donc là, vous avez de la chêne-vote pure. Et là, c'est du béton de chanvre. Le béton de chanvre, il est fait du coup à partir de chêne-vote et d'un liant à la chaux. Donc voilà, ça c'est vraiment une technique qui arrive, qui émerge. On vient faire des blocs de béton de chanvre qu'on va venir empiler et on va venir construire comme ça. Malgré son nom béton de chanvre, il n'est pas porteur, il n'est seulement que isolant. Et ça ne serait tardé aussi qu'il soit porteur, il me semble que M. Pujol va vous en parler. On retrouve également le chanvre en projection ou encore en enduit. Pour vous donner un petit chiffre du coup sur la Charente, la surface totale sur la période 2021 de production de chanvre en Charente, ça a été 33 hectares. Pour comparer à la grande chanvrière de l'Aube dont je vous parlais tout à l'heure, c'est donc plus de 6000 hectares dans l'Aube. Donc voilà, dans l'Aube on est vraiment, on est bien. Au niveau du chanvre, ça va. Donc voilà pour le chanvre. Quelques chiffres. Donc la première maison rénovée en béton de chanvre date de 1986. Et aussi, grand chiffre, c'est que la France est le premier producteur de chanvre d'Europe. Donc on a une vraie ressource ici en France. Donc on peut voir ici, du coup, notre association régionale, c'est Chanvre Nouvelle-Aquitaine, avec qui ODIS a travaillé il y a quelques mois à la création d'une cartographie des acteurs du chanvre que vous pouvez retrouver sur notre site ou directement en cliquant sur l'image de la diaporama.
Donc là en fait on a fait tout un travail de recherche pour cartographier l'ensemble des acteurs du chanvre sur la Nouvelle-Aquitaine. Et en fait on va retrouver toutes les typologies, que ce soit centre de formation ou encore architecte ou encore maîtrise d'ouvrage, etc. Donc voilà pour la construction chanvre. Pour la construction en terre, on observe que c'est pareil une ressource disponible et locale puisque c'est sous nos pieds. On voit ici sur cette cartographie que les techniques de construction en terre sont assez multiples. Les grands points à retenir sur la terre, je dirais que c'est une forte inertie, donc il y a une capacité à fortement retenir la chaleur et à la restituer longtemps après, et puis également une très bonne régulation hydrique. Mais du coup, pareil, Madame Blanc vous en parlera aussi tout à l'heure. Et pareil, comme le chanvre et la paille, la terre est sous règle pro, mais seulement sur les enduits. Donc en 2021, ODIS a sorti un livre sur construire en terre crue. Je pense que vous en avez chacun, vu le nombre que vous êtes. Si jamais vous voulez vous en prendre un, c'est gratuit. Donc ce livre, en fait, il a pour but de faire découvrir en fait, la construction en terre sur la Nouvelle-Aquitaine. Et donc on a créé cette cartographie pour recenser du coup les acteurs de la terre en Nouvelle-Aquitaine. Donc on voit qu'il y a plusieurs typologies, mais on voit aussi qu'il y a quand même pas mal de manques sur plusieurs départements. Donc c'est quand même encore une filière qui émerge et qui est un petit peu moins structurée par exemple que la paille ou le chanvre. Ok ? Donc pour les techniques constructives, pareil, Madame Blanc vous en parlera bien mieux que moi, mais on retrouve le pisé. Donc ça c'était la photo que vous aviez présentée tout à l'heure, où en fait on vient tasser la terre et empiler les blocs de terre qui ensuite vont créer le mur. Ou encore on a la terre projetée comme le chanvre ou l'enduit. Voilà. Pour ce qui est de quelques chiffres encore, 15% du patrimoine français est construit en terre crue, donc c'est pas négligeable. Et ensuite, pour ce qui est de quelques coûts, par exemple le pisé, entre 550 et 800 € le mètre carré. Je voulais également vous parler du projet DETER, qui est un projet qui est tout nouveau. C'est un projet qui a émergé de 3 structures filières terre en Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, le projet, c'est de répertorier et de caractériser les terres en Nouvelle-Aquitaine pour savoir dans quel département ou sur quel territoire on a une terre qui est la plus adaptée pour quelle technique. En gros, on va caractériser les terres, et on va dire cette terre-là, elle est plus adaptée pour cette technique dans tel endroit. Donc ça, c'est un vrai projet émergent et je pense que du coup, ça peut aussi vous intéresser ce projet. Donc voilà pour la filière terre. Est-ce que vous avez des questions ? Terre, chanvre ou paille d'ailleurs ? Ouais. Au niveau de la paille, au niveau inflammable, il n'y a pas de... Non. Du coup, justement, les essais au feu sont très très bons sur la paille, puisqu'en fait, la paille, elle est extrêmement compressée. Et en fait, il y a seulement la surface en fait, qui va venir brûler. Et en fait, l'intérieur ne va jamais brûler puisqu'en fait, c'est vraiment trop compressé. Il n'y a pas d'oxygène. Souvent, c'est recouvert d'enduit terre à l'intérieur et à l'extérieur, donc pas de risque. Donc non, pas de risque. Oui, c'est pas des bottes lambda de l'agriculteur. C'est ça, oui. C'est pas ce qu'on retrouve chez l'agriculteur. C'est vraiment toutes les bottes en fait sont testées sur site. En fait, on vient tester l'hygrométrie, on vient tester leur poids, etc. pour vraiment être sûr qu'elle est capable d'être dans le bâtiment. Ouais. On voit quelques coûts là sur les 3 types de matériaux. Si on doit le comparer à ce qui se fait plus classiquement, par exemple à la laine de verre ou la laine de roche, en termes de comparaison, ça paraît cher. Ouais, tout à fait. Alors, en effet, la mise en œuvre de matériaux biogéosourcés, généralement, ça engendre quelques surcoûts, mais finalement, c'est aussi un bénéfice en fait pour l'avenir parce qu'on sait très bien que si on continue à utiliser des matériaux carbonés, béton, etc., on sait très bien vers où on va. Donc en fait ça c'est une vraie alternative. En effet aujourd'hui elle est un peu plus chère, mais on espère du coup que les filières vont continuer à se structurer, vont continuer à être réglementées pour pouvoir construire un peu plus massivement avec ce type de matériaux. C'est dû au fait que c'est pas encore bien industrialisé le process. Quoi. Tout à fait. C'est ça qui explique le surcoût. Oui en effet on n'a pas forcément d'usine, c'est moins facile à transformer. En tout cas en fait les filières biogéosourcées souvent elles naissent de quelques acteurs qui ont envie. Et en fait, c'est super difficile pour trois personnes qui sont super motivées sur un projet, en fait, de trouver des financements pour essayer d'industrialiser et ensuite du coup, de pouvoir construire avec ça. Et pareil, au niveau des réglementations, c'est des coûts énormes, c'est 10 ans pour faire des règles pro. Et tout ça, en fait, c'est vraiment limitant dans l'évolution des filières. Par contre, avec l'aéromarin, ça va accélérer parce qu'il y a la prise en compte de la CV, etc. C'est ça. Oui et non, parce qu'il faut que tous les acteurs s'y mettent aussi. C'est les collectivités aussi qui doivent subventionner. Donc après, l'aéro 2020, ça y est, elle est obligatoire, elle est mise en œuvre. Oui, elle va imposer un indice carbone.
C'est là où les matériaux. Oui, avec le principe de la CV dynamique. Voilà. C'est ça. C'est l'introduction du principe de la CV dynamique, c'est pas seulement une règle thermique, mais aussi environnementale. C'est ça, mais c'est pas facile, hein. Tous ces critères. Donc voilà, quelques liens utiles. Ceux qui peuvent notamment vous intéresser, c'est le groupe LinkedIn sur les offres d'emploi et de stage dans ce domaine-là. Et puis également pas mal de petits liens sur l'économie circulaire, notamment les midis circulaires animés par mon collègue qui sont très intéressants. Voilà. Et donc pour conclure, si j'avais un mot de la fin, moi je suis encore dans mes études et si je pouvais vous laisser un mot, c'est de vous dire que si vous avez envie d'agir pour l'environnement, c'est possible et donnez-vous à fond parce qu'en fait c'est nous qui allons construire le monde de demain, donc c'est nous qui allons choisir en fait vers ce quoi on va aller. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on va pouvoir passer à la suite si vous n'avez pas d'autres questions. Merci à vous. Merci à vous. Merci.